Encore Onfray, et ouais, l'homme qui murmurait à l'oreille des plantes. C'est-à-dire les plantes souffrent, elles aussi. De sorte que l'argument des véganes qui nous disent « il ne faut pas manger d'animaux parce que les animaux souffrent » est un bon argument, mais il faut dire que les plantes, les végétaux souffrent aussi. Non mais du coup là il est passé sur Europe 1. Ce qui m'a interpellé c'est que Europe 1 a mis cette vidéo là genre en vidéo de présentation de la chaîne quoi. Elle a 2 jours cette vidéo et elle est à 365 000 vues déjà. Quand j'ai vu le titre, Michel Onfray, ouvrez les guillemets, il y a une haine de tout ce qui est occidental, blanc, français, fermez les guillemets. J'ai vu ça, je me suis dit, banger. Et ben let's go hein. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité exceptionnel Michel Onfray. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Vous êtes philosophe, le fétichisme et la marchandise. Vous êtes philosophe, ça commence bien. Aux éditions Bouquin, c'est votre livre, mais l'actualité, évidemment, vous mobilise au plus haut point. On va revenir sur ce que vous dites. Pour vous, l'islamo-gauchisme est un fascisme. Ce qui se passe aujourd'hui en... Et ben voilà, on est à 19 secondes. Pour vous, l'islamo-gauchisme est un fascisme. Et je vous avais dit que ça serait un banger cette vidéo, franchement. Et oui, effectivement, le titre de l'émission en plus c'est Punchline. En Israël, la désinformation qui est à l'œuvre au niveau... À part ça, je serais curieux de voir la définition de fascisme de Michel Onfray pour le coup. Hein. Ça sent un peu la définition de fascisme qui a été trouvée dans un paquet de Choc-à-Pic. Mondiale, après ce qui se passe sur un bombardement d'hôpital à Gaza, est-ce qu'elle signifie qu'il y a une distorsion aujourd'hui de la vérité qui est à l'œuvre dans le monde? Oui, ça fait un petit moment. Je veux dire qu'effectivement, l'ère de la post-vérité est beaucoup plus ancien que le mot qui qualifie la chose. Ça fait bien longtemps qu'effectivement, on sait bien qu'on... Après, là, ils prennent l'exemple de l'hôpital, qui a été... l'exemple de l'hôpital à Gaza. En temps de guerre, il y a toujours de la propagande de guerre, c'est pas nouveau, je pense que ça existe depuis aussi longtemps que la guerre existe. Et oui, effectivement, il y a pas mal de gens qui tombent dans des pièges divers. On ne doit plus croire à un certain nombre de journaux, sauf si on a envie de croire une vérité communiste, ou sauf si on a envie de croire... Généralement, je déteste quand on emploie le mot vérité pour désigner plusieurs choses, mais on va voir par la suite. Une vérité trotskiste, on sait quel journal il faut acheter, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la vérité. Là, simplement, il y a effectivement une pléthore d'informations, ça vient de partout. Et puis, il y a la possibilité, je me permettez que je rende hommage à CNews, par exemple, de dire qu'il y a des lieux dans lesquels des choses qu'on ne disait pas sont dites. Oh là là. Permettez-moi de rendre hommage à CNews, quoi. Comment ils sucent en direct? C'est ouf. Permettez-moi de rendre hommage à CNews. Attends, qu'est-ce qu'il a dit après? Une espèce de presse alternative d'informations, ça vient de partout. Et puis il y a la possibilité, je me permettez que je rende hommage à CNews par exemple, de dire qu'il y a des lieux dans lesquels des choses qu'on ne disait pas sont dites. D'autres. Oh là là, c'est cringe. Permettez-moi de rendre hommage à CNews. Ça fait partie des endroits dans lesquels on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire ailleurs, quoi. Ok. Une espèce de presse alternative, enfin de gens qui disent ben non, nous on dit pour le coup la vérité ou autre chose et vous allez pouvoir mesurer. On dit la vérité ou autre chose. Pardon, mais si c'est pas la vérité que c'est autre chose, c'est que c'est quelque chose qui est faux, non? Enfin, si une affirmation n'est pas vraie, elle est fausse. Donc chez CNews, en fait, on dit soit la vérité, soit on dit autre chose. Ok. Donc en fait, quand on dit autre chose, c'est qu'on dit pas la vérité, donc on raconte des conneries. Merci Michel Onfray d'avoir confirmé que chez CNews, on disait pas forcément la vérité, on disait aussi autre chose. Merci pour le follow. Edgy Dater. Et donc, la multiplicité permet l'émergence vraiment de la vérité. À une époque, il n'y avait pas de vérité. Il n'y avait que des subjectivités présentées comme des absolus et des vérités. Aujourd'hui, on peut faire son marché et découvrir des informations en disant, tiens, ça, on ne l'aurait pas su ailleurs, on ne l'aurait pas vu ailleurs, on ne l'aurait pas lu ou entendu ailleurs. On peut l'entendre, en tout cas, en écoutant aussi Europe 1, puisque nous sommes aussi sur CNews et Europe 1. J'évoquais ce qui se passe à Gaza. Comment dire que CNews raconte de la merde sans dire que CNews raconte de la merde? Ouais, je crois que c'était un contre son camp, hein. Je crois que c'était pas voulu de sa part. Hein. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est la déclinaison dans notre pays, c'est l'assassinat de ce professeur, Dominique Bernard, qui a été enterré ce matin à Arras, une cérémonie extrêmement importante et très bouleversante. On s'en prend au savoir, on s'en prend à ceux qui peuvent transmettre la connaissance à des élèves pour les sortir de l'ignorance. C'est ça le but, au fond, du terrorisme. Je crois qu'on s'en prend à l'Occident, en général. Donc, une fois, c'est un enseignant, une fois, c'est un policier. Le but du terrorisme, c'est un peu bizarre comme question. Le but du terrorisme, c'est pas de s'attaquer à des enseignants tout particulièrement ou à des gens qui représentent la connaissance ou l'instruction, enfin l'éducation. Et puis une fois, c'est n'importe qui pourvu qu'il soit dans la rue à la terrasse d'un café. Il faut arrêter de croire que parce qu'il y aurait eu cet événement, il y aurait dans la tête du terroriste cette idée qu'il faudrait attaquer les professeurs parce qu'ils sont professeurs et qu'ils enseignent. C'est beaucoup plus simple que ça, je crois. Il y a vraiment une haine... Plus basique. Oui, il y a une haine de tout ce qui est occidental, de tout ce qui est blanc, de tout ce qui est français, de tout ce qui est judéo-chrétien, de toute cette...
Ah, c'est ça la fameuse phrase qu'ils ont mis en titre de la vidéo du coup. Je crois que pour lui la vérité c'est un concept totalitaire par essence, vérité égale politiquement correcte pour lui. C'est comme ça que je l'ai compris. Ouais. Après le problème avec quelqu'un comme Michel Onfray c'est que c'était en fait c'est le genre de personne comme la plupart en fait des philosophes, je mets beaucoup de guillemets comme vous pouvez voir, de plateau télé etc. C'est qu'en fait ces gens-là ils ont un discours qui est tellement vague, tellement imprécis que tu peux faire de multiples interprétations. Ce qui est aussi une tactique d'argumentation un peu fallacieuse, qui fait que en fait, ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut appeler un mot and belly fallacy, où en gros tu donnes une affirmation qui est difficile à défendre, de manière comme ça publique, et quand on va t'attaquer sur cette affirmation-là, tu te retranches et derrière un autre truc qui est beaucoup plus simple, tu vois, beaucoup plus consensuel, et là où les gens vont être quasiment d'accord. Donc en fait, c'est les mecs comme Onfray, c'est difficile de faire l'interprétation précise, et t'auras vite fait en fait d'attaquer éventuellement un homme de paille parce qu'en fait c'est pas clair de base vraiment ce qu'il veut dire et t'es obligé de dire peut-être qu'il voulait dire ça ou peut-être qu'il voulait dire ça, tu vois. Mais à part ça c'est bien possible que ce qu'il veut dire par vérité ici c'est comme tu dis un espèce de concept totalitaire. Cette civilisation. Donc après, on va pas s'embarrasser en disant « Oh, mais il courait après un professeur d'histoire. » Oui, Roshi, à part ça, oui, c'est beaucoup plus simple que ça. Abusé. La surconfiance de Michel Onfray, quoi. C'est parce qu'il en a après l'histoire, je crois pas. Ces gens-là ont des cerveaux beaucoup plus simples que cela. Il y a simplement un mode de vie occidental que ces gens-là détestent. Ils ont des cerveaux beaucoup plus simples que cela. On sent la suffisance et la supériorité de Michel Onfray. Après, Michel Onfray, c'est vraiment le genre de personne qui va défendre des idées réactionnaires et conservatrices, mais en fait qui va draper ça de plein d'affirmations descriptives dont certaines vont être vraies. Ça va passer par des références à l'histoire, ça va passer par du name dropping, etc. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui sait parler, donc tu vois, il y a tout ce côté verbe, sémantique, etc., jargon soutenu. Et du coup, ça a un effet qui peut convaincre un certain nombre de personnes. Et en fait, il sert de tout ça qui est descriptif pour faire passer des idées prescriptives qui, elles, sont beaucoup plus contestables. Et ça, c'est une tactique fallacieuse qui fonctionne vachement bien, surtout dans les médias. Hein. Je veux dire, ça passe crème, en fait. Et d'une certaine manière, ils le détestent parce que nous-mêmes leur enseignons à détester ce mode de vie occidental depuis des années. Je dirais depuis une quarantaine d'années, mais peut-être même en amont depuis les 68 arts, cette idée que la France, le drapeau, la Marseillaise, tout ça, ce serait dégoûtant. Ad vitam, tu dis du name dropping, excuse-le d'avoir lu des livres. Le concept de name dropping, c'est de balancer des noms de personnes plus ou moins connues dans un argumentaire afin de te faire passer pour quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, et ton niveau de connaissance fait que ton affirmation va être perçue comme vraie plutôt que fausse. Donc, l'histoire de France, ce ne serait jamais que l'histoire du colonialisme, comme si le décolonialisme n'avait pas aussi été inventé par les Blancs. Je suis désolé s'il n'y avait pas eu... Quand tu donnes un argument, ton argument est valide et que les prémices sont vraies, t'as pas besoin que l'argument ait été prononcé par quelqu'un d'autre dans le passé pour dire que la conclusion est vraie, tu vois, ou que l'argument est valide. La critique de la raison dialectique de Jean-Paul Sartre et l'école normale supérieure où un certain nombre de décolonialistes sont venus faire leurs études, on n'est pas très sûr. Du coup, je réponds au chat et j'ai pas bien écouté ce qu'il disait là. Ça, ce serait dégoûtant que l'histoire de France, ce ne serait jamais que l'histoire du colonialisme, comme si le décolonialisme... Ah, c'était une référence, pardon, je crois que c'était toi qui pensais ça. C'est une référence à un débat, ok, pardon. Le colonialisme n'avait pas aussi été inventé par les Blancs. Je suis désolé. Oula, ah oui, attention, j'avais loupé ça. Alors attends, on va remettre encore 5 secondes en arrière juste pour être sûr. Et d'une certaine manière, ils le détestent parce que nous-mêmes leur enseignons à détester ce mode de vie occidental depuis des années. Wow, ok. Pouh. Alors attention, Michel Onfray vient de résoudre la question du terrorisme. Le terrorisme existe en France parce que l'éducation nationale enseigne la haine de la France aux écoliers, etc. Magique. Je pense qu'on peut valider le titre du stream Michel Onfray en roue libre, on est d'accord. Le mec vient littéralement dire que le terrorisme est dû au fait qu'on enseigne la haine de la France, quoi. Au sein de l'éducation nationale, etc. C'est une dinguerie. Oh la dinguerie. Ah ouais. On est qu'à 2 minutes 36, hein. Je dirais depuis une quarantaine d'années, mais peut-être même en amont depuis les 68 arts, cette idée que la France, le drapeau, la Marseillaise, tout ça, ce serait dégoûtant, que l'histoire de France, ce ne serait jamais que l'histoire du colonialisme, comme si le décolonialisme n'avait pas aussi été inventé par les Blancs. Je suis désolé.
cet argument-là, ça me rappelle un peu les gens qui disent que ce sont les blancs, tu sais, qui ont aboli l'esclavage. Pardon, je rigole, mais je pense qu'il vaut mieux en rire. Oui, s'il n'y avait pas eu la critique de la raison dialectique de Jean-Paul Sartre et l'école normale supérieure où un certain nombre de décolonialistes sont vers leurs études, on n'est pas très sûr qu'ils auraient été forcément décolonialistes. Donc il y a cette espèce de détestation de soi qu'on enseigne depuis des années, puis il y a des gens qui disent banco, on est d'accord avec vous finalement. Après, j'avoue, bon, Europe 1, moi je regarde jamais, là je me suis genre abonné, je me dis peut-être des fois qu'il y a des trucs à React, mais j'avoue, je regarde jamais. Peut-être que c'est juste un autre jour comme tous les autres sur Europe 1, hein. Ça j'en sais rien, j'espère que non quand même, tu vois. Elle est détestable cette France. Sur Europe 1, tu peux affirmer que l'éducation nationale se fait de la propagande anti-France sans que personne te reprenne. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Genre... On l'a appris à l'école, on l'a appris dans les programmes, on l'a appris... Et en plus que c'est une des causes du terrorisme. Dans un contexte où, justement, c'est là... Parce que là, du coup, c'est par rapport au contexte au prof d'histoire qui a été assassiné. Donc, dans un contexte comme ça, sortir ça, c'est quand même... Waouh. La télévision, on l'a appris avec un certain nombre d'hommes C'est comme ça chaque matinale, ok, bah... politiques, ils disent oui, vous avez raison, on vous déteste, on va vous le faire voir. Michel Onfray, une question de Louis Dragnel. Cet après-midi, Emmanuel Macron a dit si on gère mal cette situation, c'est-à-dire la gestion du conflit au Proche-Orient, mais en France, il a évoqué le risque qu'il y ait de la division dans le pays. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron devrait s'exprimer? Qu'est-ce qu'il devrait dire? Est-ce qu'il devrait être plus franc, plus clair dans la condamnation de ce qui se passe en Israël? Alors dans l'idéal, il faudrait qu'il démissionne. Plus franc dans la condamnation, il parle de quoi? De la condamnation de ce qu'a fait le Hamas, ou il parle de la condamnation de ce que fait l'État d'Israël en Palestine, enfin, sur la bande de Gaza et en Cisjordanie? C'est pas très clair. Bon, je suppose que c'est plus par rapport à ce que a fait le Hamas en Israël, mais ils utilisent Onfray comme une sorte d'oracle qui sait tout, j'ai l'impression. C'est un peu ça, quoi. Et vous, monsieur le philosophe, éclairez-nous de votre savoir et de votre sagesse, s'il vous plaît. Tu devrais écouter Sonia Mabrouk sur Europe 1, tu vas péter un câble. Est-ce que t'as vraiment envie que je pète un câble, Trispar? Tu veux pas que je préserve un petit peu ma santé mentale, quand même Là, déjà, tu vois, c'est un peu chaud, quoi. Déjà, dans l'idéal, s'il ne démissionne pas, qu'il dissolve l'Assemblée nationale et qu'il en appelle au peuple et qu'il se refasse une majorité. Et si le peuple ne lui donne pas de majorité à l'Assemblée nationale, alors que pour le coup, cette fois-ci, il démissionne vraiment. Et puis qu'il fasse vraiment une politique Ça, c'est pas nouveau qu'on ferait être critique de Emmanuel Macron, pour le coup. nationale dans laquelle on va vraiment dire les choses et faire les choses. Ça va bien. Ça suffit, ça ne va pas durer, nous allons faire ceci, c'est pas possible. Et par rapport au conflit au Proche-Orient, parce qu'il y a le débat, est-ce que le conflit a déjà été importé en France? Moi, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est là, mais qu'est-ce que le chef de l'État, outre effectivement les outils de relégitimation que vous évoquez, la dissolution, la réélection, le référendum, qu'est-ce que Emmanuel Macron doit dire? Il y a plusieurs millions de musulmans en France. Il ne peut rien dire. Jordan Bardella l'a dit, il a fait savoir à Jordan Bardella que s'il commençait à parler librement, il allait y avoir le feu partout, qu'il pouvait pas. Civile. Donc il achète, il y aurait une guerre civile. Moi j'ai dit que nous étions dans une guerre civile à bas bruit, ça fait longtemps que je le dis, et qu'on me moque pour l'avoir dit. Maintenant on peut enlever à bas bruit, on peut le voir très précisément. Il y a simplement un moment donné où il faut arrêter de dire que les choses n'ont pas lieu, c'est-à-dire qu'on l'a entendu dire c'est la guerre. Quand est-ce qu'il a dit ça? Pour le virus. Pour le Covid. Voilà, pour le Covid c'était la guerre. Là c'est pas la guerre. Mais... Belle référence Bardella, oui. Je sais pas pourquoi il cite Bardella, aucune idée. Il y a un moment donné où il faut arrêter. Il n'est pas crédible, ce monsieur. Il dit n'importe quoi. Il y a un moment donné où il faut qu'il arrête de croire. Si, j'ai une petite idée. Qu'il est en campagne présidentielle. D'abord, quand il y a des campagnes, il les fait pas. Et quand il est au pouvoir, il laisse croire qu'il est dans la campagne. Mais il arrête de croire qu'il est en campagne. Ça fait 2 mandats. Et dans les 2 mandats, il dit je vais faire un certain nombre de choses simples. À part ça, dire que Macron a pas fait grand-chose, oui, c'est un peu... Genre, c'est pas très osé pour le coup. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que la politique qu'il mène est effectivement d'acheter la paix sociale par un silence. Double langage, double discours, ça ne va pas durer, ça n'est pas possible, la République ne tolérera pas, nous serons impitoyables, la justice passera, nous ne laisserons pas faire, et puis dans la réalité, rien. Michel Onfray, vous dites que l'islamo-gauchisme est un fascisme. Expliquez-nous cette notion-là. Comment est-ce que vous pouvez penser ceci de l'islamo-gauchisme, qui est un fascisme, donc les chemises brunes, le nazisme, quoi? Alors, c'est l'erreur à ne pas commettre, c'est-à-dire à essentialiser un concept en estimant que le fascisme, c'est quoi d'ailleurs? Est-ce que Pétain était fasciste? Est-ce que Salazar était fasciste? Est-ce que Franco était fasciste? Hitler était-il fasciste? Est-ce que le national-socialisme est un fasciste? Donc on peut essentialiser aussi. Pas pourquoi il part sur des exemples. Tu donnes une définition de ce qu'est le fascisme. Après, voilà, tu dis il y a des exemples historiques de personnes qui ont été fascistes, ou peut-être que selon certains critères, ils étaient fascistes, mais selon d'autres critères, non. Je crois qu'Umberto Eco, sa définition, c'est 14 critères pour définir ce qu'est le fascisme. En disant c'est le fascisme, une espèce de F majuscule, une idée... C'est pas de l'essentialisation, en fait. Tu donnes une définition avec certains critères, est-ce que tel ou tel individu ou tel gouvernement
ou tel système remplit ou non certains des critères, tous les critères ou aucun critère. Platonicienne, non, ça bouge. C'est la même chose avec le totalitarisme. Quand on dit qu'il y a un totalitarisme aujourd'hui, on ne dit pas que c'est l'Union soviétique, on ne dit pas que c'est, je sais pas, la Grèce des colonels, par exemple. Moi, je suis pas platonicien, donc je crois pas qu'il y ait une espèce de concept de totalitarisme, de concept de fascisme. Le fascisme est anti-républicain. Il est antisémite. Il ne croit pas aux élections. Il refuse les résultats des élections. Il préfère la On violence. parlait de Jean-Luc Mélenchon, là. Eh ben oui. Franchement, est-ce que ça n'a pas été répété avant? On dirait quand même. Je vais remettre le passage, mais c'est quand même violent. À quel moment, avec un esprit genre honnête et de bonne foi, t'entends ce que dit Michel Onfray et tu dis vous parlez de Mélenchon. On aurait dit qu'il y avait limite un buzzer, tu sais, c'est genre question pour un champion et tu sais, elle sort Mélenchon comme ça en mode c'est la bonne réponse. C'est abusé. Je vais remettre en arrière. Le fascisme est anti-républicain. Donc là, il donne ses critères pour une espèce de définition de fascisme. Il est antisémite. Il ne croit pas aux élections. Ne croit pas aux élections, antisémite. C'était quoi le premier critère? Républicain. Il est Anti-républicain. antisémite. Il ne croit pas aux élections. Il refuse les résultats des élections. Il refuse les résultats des élections. Il préfère la On violence. parlait de Jean-Luc Mélenchon. Il préfère la violence. Alors, il n'a pas fini sa phrase, mais je pense qu'il allait dire je préfère la violence à. En fait, je sais pas comment elle allait terminer, mais. Donc, en fait, le mec donne des critères pour ce qu'il considère comme le fascisme. Et genre, la déduction, genre, quasi instantanée, c'est. Vous parlez de Mélenchon. Et lui, il répond. Mélenchon, là. Eh ben oui. Eh ben oui. Ah non, c'est répété avant. Franchement, vous me ferez pas croire que ça n'a pas été répété avant, je suis désolé. Ah oui, c'est magique. Comme tu dis, c'est magique. Salto arrière sans échauffement. Mais là, c'est même plus le salto arrière. Là, il a fait la figure impossible à réaliser en gymnastique. Vous me faites ma conclusion. Vous voulez que j'aille Vous vite? faites ma conclusion. Mais Non, oui, non, bien mais sûr. C'est-à-dire que quand vous c'était prenez... limpide. Bah maintenant, je veux bien, parce que là, du coup, on va dire je sais pas s'il parle vraiment de Mélenchon, est-ce qu'il parle de la France insoumise plutôt, de manière générale. Si jamais il parle de Mélenchon, je veux bien un argument pour chacun des critères pour démontrer que Mélenchon correspond à chacun de ces critères. C'est là où tu vois qu'effectivement, on est sur une chaîne d'extrême droite, en fait. Vraiment. Moi, je connais pas Europe 1, encore une fois, mais pouvoir laisser dire, en fait, sur un plateau, déjà, la France est responsable du terrorisme parce qu'elle enseigne de par l'éducation nationale aux enfants, etc., à l'école, qu'il faut aller à la France. Et laisser dire aussi qu'en gros, Jean-Luc Mélenchon correspond à tous les critères du fascisme de cette manière-là, c'est quand même un truc de ouf. Comment se manifeste exactement le refus des élections de Mélenchon? Argument. Je suis comme toi, hein, j'en tombe des nues, tu vois. Aux dernières nouvelles, c'était plutôt un truc un peu à la Trump, hein, Donald Trump, voilà, de refuser les résultats des élections. Et Trump-Mélenchon, c'est pas exactement la même idéologique, hein, on va pas se mentir. Quel est l'argument pour ça, quoi? Vraiment. C'est flippant de se dire que c'est des vidéos, du coup, à 365 000 vues, en seulement 2 jours, et qu'elle est vraiment sur la page d'accueil de cette chaîne YouTube. C'est quand même chaud. Mais vous prenez la totalité de ce qui définit essentiellement les fascismes, dans ce qu'ils ont été différemment, ils ont tous ça en commun, avec un antisémitisme. Attention, du coup, là, il dit clairement, donc vous pensez à Mélenchon, lui il dit oui, vous avez fait ma conclusion, et là, il enchaîne pour dire et tous les fascistes. Donc en gros, il met un peu Mélenchon un peu sur le même plan que les fascistes dont il parlait avant. Donc je sais pas, Hitler, etc., Mussolini. Bon, là. Eh ben oui. Vous me faites ma conclusion. Vous voulez que j'aille vite? Mais Non, oui, non, bien mais sûr. C'est-à-dire que quand vous c'était prenez... limpide. Mais vous prenez la totalité de ce qui définit Et elle valide vraiment son propos, elle dit c'était limpide. Merci pour le follow, Myriam. essentiellement les Merci pour le fascismes, follow, dans ce qu'ils ont été différemment, ils ont tous ça en commun, avec un antisémitisme. Et je dis effectivement qu'il faut arrêter de croire que la gauche aurait été philosémite et que la droite aurait été antisémite sous prétexte que la gauche aurait été résistante et que la droite, c'était le maréchal Pétain, etc., etc. Je rappelle quand même que le pacte germano-soviétique a lieu pendant 2 ans et que les communistes collaborent avec les nazis. Je rappelle que même très en amont, Diderot, Sade, des espèces de parangons de vertu progressistes au XVIIIe siècle, Voltaire, sont des antisémites, que le socialisme français du XIXe siècle est antisémite. Là, on part sur du pur Onfray, c'est-à-dire que Onfray va balancer tout un ensemble d'anecdotes historiques. Certaines sont vraies, certaines sont peut-être fausses. Je vais pas aller m'amuser à vérifier si chaque truc est vrai. Mais là, du coup, il part sur une espèce de millefeuille argumentative, d'anecdotes empiriques, donc d'affirmations descriptives, voilà, encore une fois, dont certaines sont vraies, peut-être certaines sont fausses. Et tout ça pour faire passer, en fait, une idée prescriptive derrière, qui en fait n'est même pas probablement une conséquence logique du reste. Antisémites, Proust, dont Marx, un certain nombre d'autres, Blanqui... Parce qu'en fait, il n'y a aucun rapport avec Mélenchon. Imaginons que toutes les personnes qui viennent de citer ici ont été, par exemple, je sais pas, antisémites ou je sais pas quoi.
En quoi ça démontrerait que Mélenchon est antisémite ou que la France insoumise, par exemple, a des idées antisémites ou ce genre de choses? C'est complètement, en fait, c'est juste ce qu'on appelle un non sequitur, c'est-à-dire que la conclusion n'est pas du tout, en fait, conséquence logique des prémices. Si les gens se revendiquant de gauche sont antisémites, c'est qu'ils sont pas vraiment de gauche. Bah oui, pour dire que Pétain était pas de droite, je sais pas encore une fois si c'est si c'est ça qu'il veut un peu aussi dire. J'en sais rien, mais comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va toujours être un peu vague et puis de sortir des millefeuilles argumentatives, donc tu sais jamais vraiment quelle thèse est mise sur la table et quelle thèse il cherche vraiment à défendre quand il part dans des envolées comme ça, pseudo-philosophiques. Je connais très bien l'histoire de France, c'est une culture générale bien plus élevée que la moyenne. La question juive. La question juive de Marx lui-même, même des juifs antisémites. Et le logiciel, il est créé là, au 19e siècle. Cette idée alors il y a eu des antisémitismes, il y a eu Jésus a été tué par les juifs, peuple déicide. Ça a duré un temps. Et puis, il y a un deuxième temps de l'antisémitisme qui consiste à dire que les juifs... Genre tout ça, en fait, quel est le rapport avec... encore une fois, quel est le rapport avec Mélenchon? J'ai presque envie de passer ce passage, en fait, parce que ça m'intéresse pas, en fait. J'ai pas envie de faire un cours d'histoire pseudo-vrai chez Europe 1, quoi. Par Michel Onfray. La gauche wokiste, aujourd'hui, elle est demandée à ce qu'on débaptise... J'ai écrit un livre J'ai mis au bon endroit, la gauche wokiste. Qui s'appelle Vie parallèle. J'ai retrouvé des textes de Mitterrand dans cette époque-là. C'est terrible, il fait l'éloge de la milice. Pensez-vous que la gauche wokiste, aujourd'hui, elle est demandée à ce qu'on débaptise la bibliothèque François... La gauche wokiste, c'est quoi la gauche wokiste? Qui est la gauche wokiste? Que veut dire wokiste? Tellement de questions à poser à Michel Onfray. Mitterrand. Mais c'est la même gauche pour vous, Michel Onfray? Cette gauche-là d'aujourd'hui, elle est révisionniste, elle est négationniste aussi? Eh bien, elle a des sympathies pour tous ces gens-là. Je continue en disant qu'effectivement, dans les années 70, on a Edwy Plenel qui estime que Septembre Noir, c'est tout à fait défendable. On a Jean-Paul Sartre qui nous dit que tout ça, c'est défendable. Et on a Mélenchon, aujourd'hui, en héritier de tout ça, qui nous dit en gros capital, capitalisme, juif, sionisme, Israël, États-Unis. Faut lui demander la définition de woke. On peut lui demander, mais je suis pas sûr qu'il en ait une. En général, les gens qui emploient le mot woke n'ont pas de définition de ce terme. Généralement, moi, quand je parle avec ces gens-là, ça retombe en fait sur du progressisme. États-Unis, et puis les gens qui luttent contre ça, c'est la gauche. Eh ben non, on peut être de gauche, c'est mon cas, mais pas cette gauche-là. Je C'est mon cas. Michel, il essaie de nous la mettre à l'envers, là. ne veux pas de cette gauche-là. Et il y a un moment donné où il faut dire que le fascisme, il n'est pas comme ça chez Mussolini et nulle part ailleurs. Et la plupart du temps, c'est chez Adolf Hitler et nulle part ailleurs. Je dis non, ça se manifeste autrement. Et il y a aujourd'hui, dans le wokisme, dans le décolonialisme, dans l'intersectionnalité, de l'intolérance, de la violence, de la façon... J'ai vraiment rien à dire par rapport à ça, parce que c'est tellement vague. Dire dans le wokisme, dans l'intersectionnalité, dans les machins, il y a de l'intolérance. C'est juste, c'est un discours qui est ultra creux, quoi. La plus brutale, on interdit aux gens de parler, on a détruit 450 livres de François Hollande. Mais ça c'est une des forces du discours conservateur, enfin une des forces. Ça devrait être considéré comme une faiblesse, c'est en réalité une faiblesse, mais le discours conservateur et réactionnaire est souvent extrêmement vague, extrêmement imprécis. Et ce qui peut parfois le rendre du coup difficile à contredire, dans le sens où c'est ça, il n'y a pas d'argumentaire, il n'y a pas de raisonnement, et c'est comme dit Berlinou, c'est l'allogorée habituelle, effectivement. Dans une université parce qu'on n'a pas voulu qu'il parle. Mais les autodafés, ça se passe où? Attends. De façon la plus brutale, on interdit aux gens de parler, on a détruit 450 livres de François Hollande dans une université parce qu'on n'a pas voulu qu'il parle. Mais... Genre ça par exemple. L'anecdote qu'il vient de dire là. On a brûlé des livres de François Hollande dans une université pour l'éviter qu'il parle. En soi, l'affirmation, elle n'est pas fausse. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est que il y avait un étudiant qui s'était immolé, je crois, devant, je sais pas si c'était une mairie ou peut-être une université, je crois que c'était à Lyon, pour remettre sur le devant de la scène la question des étudiants, comment survivre, etc., le fait qu'ils soient pas aidés. Et effectivement, il y avait François Hollande qui devait faire une conférence, donc c'était lui qui avait été au pouvoir. Il voulait faire une conférence à, du coup, je crois, à l'université, je sais pas si c'était Lyon ou une autre. Et effectivement, des étudiants ont brûlé des livres de François Hollande, etc., et ont protesté contre sa venue à l'université, parce qu'il était en gros tenu pour responsable du fait que les étudiants galèrent autant. Et donc oui, il y a eu des livres de brûlés de François Hollande. Mais c'est pas du tout un signe de fascisme, ça n'a rien à voir en fait avec tout le discours qu'il est en train de présenter ici en fait. Donc c'est pour ça que Michel Onfray, c'est quelqu'un qui va balancer des trucs, des affirmations empiriques comme ça, certaines vont être vraies, c'est juste que ça sert pas du tout son discours de base. Et c'est présenté de manière vraiment sournoise, quoi. Mais les autodafés, ça se passe où?
Aujourd'hui en France, une question de Est-ce que vous pensez que ça remonte à... Il y a certains historiens qui pensent que tout ça remonte à 1905, où à force d'avoir voulu chasser le christianisme et le catholicisme en France, eh bien, il y a eu le concept de laïcité qui d'ailleurs a été forgé exclusivement contre le catholicisme. Eh bien, ça a permis de faire émerger à la fois l'islamisme et puis le wokisme. Donc tout. Lui aussi, il est en roue libre dans sa question. Genre la question en roue libre, quoi. C'est pas trop si c'est une question ou si le mec est vraiment en train de balancer des affirmations aussi, genre. C'est bizarre de dire que la laïcité a été présentée contre le christianisme, non? Genre ces gens-là ont un peu une vision du monde un peu chelou, quoi. L'idée de la déconstruction de tout. Attends, il a dit quoi après le wokisme? Attends. D'émerger. C'est ça, c'est pour la séparation de l'église et de l'État, mais c'est pas en mode on va vous. Genre, on va bien tacler le christianisme, on va mettre la laïcité. Non, c'est pas ça du tout de base. De faire émerger à la fois l'islamisme et puis le wokisme, donc l'idée de la déconstruction de tout. L'idée de la déconstruction de tout. Tu sens que lui, il est un petit peu en pression, quoi. Tu sens que là, déconstruire et tout, non, ça lui fait peur. Il faudrait qu'on ait le temps, mais je pense que quand Sartre écrit la critique de la raison dialectique, c'est un pavé que personne n'a lu, mais il suffit d'avoir 2 ou 3 thèses et on les connaît. Il parle de la contre-violence, en disant il y a une violence, puis il y a une contre-violence, et un petit name dropping de plus. Cette contre-violence est légitime. Sous-entendu, vous avez le roi, Louis XVI. J'ai le droit de dire prenez un shot à chaque fois que Michel Onfray fait un name dropping ou c'est contre les TOS de Twitch. Est un personnage, un tyran abominable, etc., ce qui a par ailleurs été totalement faux. Et bien cette violence-là, elle rend possible la violence des sans-culottes, et cette contre-violence, elle est légitime. Prenez ce schéma-là et vous dites Israël est le pays colonialiste, et les gens qui refusent le colonialisme sont des gens qui résistent. Vous voyez quand même... Attends. Qu'est-ce qu'il raconte encore là? Israël, c'est vraiment un pays colonialiste. Qu'est-ce qu'il raconte là? Genre, c'est littéralement. On a littéralement des résolutions de l'ONU condamnant les colonies en Cisjordanie, par exemple, de Israël. Qu'est-ce qu'il raconte là? Les pudeurs des gens de la France insoumise pour... C'est pas une vision des choses particulières, c'est juste un fait empirique, vérifiable, etc., avec des sources solides. L'ONU. Pour dire qu'il s'agit de terrorisme, ils veulent utiliser le mot résistant. Je rappelle simplement que la résistance, je parle sous le contrôle des spécialistes, mais jamais la résistance n'a posé Non, ils veulent pas utiliser le mot résistance, c'est faux. Sinon, ils l'auraient fait. Une bombe dans un cinéma pour tuer 3 officiers nazis, en tuant en même temps 50 personnes qui auraient été dans le cinéma. Il n'y a jamais eu de bavure chez les nazis, chez les résistants quand ils tuaient des nazis, des collaborateurs, des miliciens. Oui, d'accord, c'est-à-dire c'était vraiment des combats. Là, on a tué quoi? Des femmes, des enfants, des personnes âgées et des gens... La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon étaient très clairs là-dessus. Ils ont très clairement condamné, ils ont parlé de terrorisme, ils ont parlé d'actes de terreur, ils ont parlé de crimes de guerre, etc. Qui étaient juifs, du simple fait qu'ils étaient juifs, peut-être même des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui se... Il comprend pas que résistant et violence ou terrorisme n'est pas contradictoire. En fait, c'est juste que... Je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en tout cas en France, le terme résistance a quand même une connotation assez forte de par la résistance à l'occupation nazie, par exemple. Et donc quand on pense résistant, effectivement, il faut pas employer le mot de résistant pour parler du Hamas, parce que résistance, ça fait vraiment référence à quelque chose comme la résistance en France, etc. Enfin, ça a vraiment une connotation historique qui est très forte. Après, effectivement, je veux dire que quelqu'un résiste, ça n'est absolument pas en fait quelque chose de positif ou négatif en soi. Tu peux avoir des terroristes qui résistent, je sais pas, à des genre si par exemple une attaque envers l'État islamique ou Daesh par exemple, si Daesh résiste contre les attaques qui sont faites envers eux pendant un temps de guerre par exemple, oui d'accord, ils résistent contre eux, mais en fait c'est pas de ça qu'on veut dire quand on parle de résistance. Donc effectivement, il ne faut pas parler d'actes de résistance, il ne faut pas parler de résistance quand on parle du Hamas. C'est juste ça. Mais en soi, les deux sont pas contradictoires, mais avec une définition de résistance qui n'est pas celle que nous, en fait, on octroie au mot résistant en France, en tout cas. Merci pour le follow, Féodore. Il n'y a jamais eu de bavure chez les nazis. Chez les résistants, pardon. Ouais. Trouvé dans un kibbutz. Je suis sûr, franchement, personne n'aurait repris, hein, sincèrement, je pense. Par exemple. Donc il y a un moment donné où il faut appeler les choses par leur nom et puis effectivement faire savoir que cette espèce de goût de la violence, cette espèce de crime contre l'humanité, c'en est un. Eh bien, tout ça, c'est une signature. Ça a été défini comme tel par tous les représentants de la France insoumise, hein. À ma connaissance, peut-être pas toutes et tous, mais en tout cas, officiellement, oui.
Alors si les gens commencent à comprendre ce que je dis depuis des années, la dangerosité des robespierristes d'aujourd'hui, alors évidemment je me souviens de, j'ai oublié son nom d'ailleurs, l'ancien patron de Libération qui me disait mais où sont les guillotinés de Mélenchon? Eh bien ils sont là, ils sont là-bas les guillotinés de Mélenchon simplement. Bon là Michel raconte sa vie. Hein. On peut parler métaphoriquement en disant que quelqu'un qui estime que le gouvernement par la terreur, la possibilité d'avoir des tribunaux d'exception, la possibilité de décapiter des gens, non pas parce qu'ils ont commis quelque chose de pas bien, mais parce qu'ils sont aristocrates, parce qu'ils sont catholiques, parce qu'ils sont prêtres. C'est ça quand même 1793. Justifier ça, c'est de dire, ben voilà, on va pas savoir on va pas chercher ce que vous avez fait, ce que vous êtes suffira pour qu'on vous décapite. Le résultat aujourd'hui, Michel Onfray, dans notre pays, c'est que les citoyens français... Obono a tenu des propos ambigus vis-à-vis de cette affaire. Elle a tenu des propos ambigus, effectivement, face à Bourdin. Je suis d'accord avec toi, c'est ambigu. De confession juive ne se sentent plus en sécurité. Ils disent avoir peur, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue. Il y a eu 500 actes de perturbation de la minute de silence en hommage à Dominique Bernard dans les écoles, avec des phrases d'enfants de CP qui sont absolument stupéfiantes. Peut-être, Louis, vous pouvez Je peux vous en lire une. Un enfant en CP, normalement, on a 6 ans. Si quelqu'un fête Noël, je le tue. Il a eu raison de le tuer. Et je vous en lis juste une seconde. CM1. C'est normal de se venger si on critique sa religion. C'est normal de tuer. CM1. Oui, enfin, c'est surtout les parents de ces enfants qui mettent ça dans la tête des enfants. Enfin, quel est l'argument pour ça? Quand vous êtes au CP, vous n'avez pas ce genre d'idée, si on ne vous les met pas dans la tête. Simplement, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il est bien, Attal, quand il nous dit nous allons les signaler, on va les signaler, et après, il va y avoir sur le bureau d'un juge tous ces signalements, et on va faire quoi de ces enfants-là? Rappel à la loi et stage de citoyenneté. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, justement? Eh bien, recréer, par exemple, des écoles dans lesquelles il y aurait un peu de discipline. Oh là là, il y a 2 minutes, le mec se disait de gauche, mais il sort le discours le plus conservateur possible. Pour empêcher le terrorisme en France, au-delà du fait qu'il faut qu'on arrête d'enseigner la haine de la France, enfin dans les écoles et tout, il faut faire des écoles plus strictes dans lesquelles on va mettre des enfants. Donc quoi? Dont on estime que peut-être c'est des terroristes. Tu fais comment pour savoir ça en fait? Tu fais comment pour savoir ça? Ça me fait halluciner. J'ai passé 4 ans dans un orphelinat, j'avais fait de mal à personne et j'ai été quelques temps. J'étais au service militaire dans l'infanterie de marine. J'ai été Ouais d'accord, on les remet tous au service militaire, super. réformé pour des raisons de santé, pas des raisons de santé mentale. Je voulais faire mon service militaire. J'avais rien fait de mal, mais je vous assure que la discipline pendant le temps du service militaire, pendant les classes, eh bien, ça avait lieu et personne ne trouvait que ça. Voilà, Michel Onfray en 12 minutes résout la question du terrorisme en France. Ça ne devait pas avoir lieu. Donc je pense qu'il pourrait y avoir des internats dans lesquels, effectivement, on mettrait autre chose dans la tête de ces enfants que ce qu'on leur met. Simplement, il y a aussi toute une politique immigrationniste depuis des années qui fait que Le Pen avait pris la main sur cette question-là, donc la gauche n'a pas osé. Il y a eu un temps, Jean-Pierre Chevènement, qui lui a commencé à avancer un petit peu sur cette question. Quand il avait parlé de je ne sais plus quel mot, il avait utilisé un mot d'horticulture, les sauvageons. Et il avait parlé des sauvageons. Qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu, notamment Bernard-Henri Lévy et quelques autres. Il avait qualifié ces gens-là de sauvageons. Vous avez vu où on en est aujourd'hui? Donc effectivement, on a rendu tout ça possible. Et il y a juste un moment donné où il faut demander des comptes. Quand Gérard Larcher s'en vient nous faire savoir que on a tous été responsables, mais bien sûr que non, il y a des gens qui sont pas responsables. C'était naïf, a-t-il dit. Oui, d'accord, mais enfin, naïf dans le genre, on n'a pas vu passer, quoi. Mais lui, il a été responsable, et d'autres. Il s'inclut dedans, d'ailleurs. De quoi il parle de politique d'immigration? Mais de quoi tu parles, Michel? Sois précis, quoi. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu reproches aux politiques d'immigration? Est-ce que tu as un truc à reprocher à la politique d'immigration, par exemple, du programme d'avenir en commun? Aucune idée de quoi il parle. Il s'inclut dans la critique. Il peut bien, il aurait dû. Mais après, la critique est tellement large. Il parle d'internat de redressement pour comme solution. Ouais, c'est ça. La solution au terrorisme de Michel Onfray, c'est notamment de faire des internats dans lesquels tu mets des enfants dont on estime que peut-être. Alors après, Michel Onfray, avec son grand esprit de philosophe, saura exactement regarder un enfant et dire toi, plus tard, tu vas faire du terrorisme. Évidemment, parce que c'est Michel Onfray, il est pas fait comme nous. Mais à part ça, oui, c'est effectivement la solution. Des internats comme ça, bien stricts, avec du service militaire à la clé. Voilà, c'est Michel Onfray. Tu peux pas tester. Effectivement, que ça dilue un peu la responsabilité personnelle. Si on fait un travail de généalogie plutôt que de moraliste en disant c'est pas bien, mais qu'on se demande d'où ça vient, pourquoi un enfant de CP, vous avez dit CP. Au fait, petit point de méthodologie, vous n'entendrez jamais un philosophe prononcer le mot moraliste. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi un enfant de CP écrit-il une chose comme ça? Vous vous rendez compte? Et ça vient pas de nulle part. Ça vient... Mon exemple préféré, moi j'étais au service militaire et du coup j'ai pas posé de bombe. Voilà. T'as bien résumé.
Pas de son esprit, en tout cas. On est entièrement d'accord que c'est dans la tête de cet enfant, parce que ça y a été mis par des parents, et si des parents ont pu leur mettre ça dans la tête... Ça, c'est pas vrai. Sur quoi tu te bases pour dire que ça vient toujours des parents? Sur quoi tu te bases, Michel? Sur quelles données tu te bases? Sur quelle, je sais pas, de nous? Toi qui es si friand de nous donner à chaque fois des anecdotes et des trucs, est-ce qu'on peut avoir quelque chose par rapport à cette affirmation-là, s'il te plaît? C'est qu'effectivement, à l'école, on ne leur a pas appris l'art de résister à ces choses-là, mais à 6 ans, comment pouvez-vous? Mais un petit peu plus tard, non plus, finalement. On est tolérant, on accepte, c'est vrai, finalement. Détestons... En ce moment même, une manifestation pro-palestinienne a lieu à Paris, place de la République. Interdite, bien entendu. Il y aura beaucoup de monde, il y aura peut-être aussi des heurts avec la police. On a l'impression que le scénario se répète jour après jour. Il y a des alertes à la bombe tous les jours. Je m'étonnerais qu'il y ait des heurts avec la police. Il y a des heurts avec la police quand vous êtes gilet jaune, mais quand vous êtes Black Bloc, il faut vraiment qu'ils aillent les chercher pour qu'il y ait des heurts, quoi. On va voir, mais je crois pas. S'il y a des heurts, c'est qu'effectivement... Michel Onfray qui rappelle fièrement que les manifestations sont interdites. Un vrai homme de gauche. Hein. Macron donne un signe en disant « Bon, je renonce à la paix sociale ». Il ne veut pas renoncer à la paix sociale. Donc, Tout mettre sur les parents, c'est ridicule. L'environnement social d'un enfant ne se limite pas à ses parents. Exactement. Pour certains attentats qu'on eu en France, il y a des contacts avec l'État islamique, etc., avec des organisations terroristes. Ça passe pas par les parents, en fait. Je dis pas qu'il peut pas y avoir un lien avec les parents. Mais la façon dont Michel Onfray le présente ici, c'est absolument faux. Il tolère, il laisse faire, il autorise, il va prélever 2-3 personnes. Et il y a des gens l'autre jour qui disent « Oh, c'est une amende de 135 €. J'en ai rien à faire. » Mais je pense même qu'il y a des riches personnages qui peuvent payer les amendes, comme il y a un riche personnage qui paye les amendes pour les femmes qui contreviennent à la loi sur le port du voile ou ce genre de choses. L'État est effondré, il n'y a plus d'autorité de l'État, il n'y a plus même de désir d'autorité. Les prisons, il faut les repenser. C'est pas normal qu'on y trouve des gens qui font des excès de vitesse, des petits consommateurs de drogue, des gros trafiquants, des gens qui sont des terroristes, etc. Ça, je veux bien que pour les prisons, il faut repenser, oui. Bon, après, tu peux difficilement faire 18 minutes sans raconter, à la rigueur, à un moment donné, un truc à peu près potable. Il y a un moment donné où il faut sortir des gens de prison et il faut créer d'autres prisons dans lesquelles on recycle des gens, et puis socialement, et puis dans d'autres prisons où, pour le coup, on a affaire à des gens qui sont d'un autre calibre. Merci pour le follow, Nightingale Manchanensis. J'ai peut-être mal prononcé le nom. Des gens qui pensent qu'effectivement il faut détruire l'État d'Israël, c'est pas exactement la même chose que des gens qui ont conduit sous l'emprise de 5-6 verres d'alcool. Le climat de terreur qui règne aujourd'hui dans notre pays, les actes de terrorisme qu'on a vus à Arras, sont amenés à perdurer, malheureusement. Ils illustrent les fractures de notre société. Mais bien sûr. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait vraiment un coup de tonnerre. Un vrai, c'est la guerre. Pas seulement parce que c'est le Covid, et puis de dire... Sortir les gens de prison pour les mettre dans d'autres prisons, ça par contre j'ai pas compris, ouais. Quand il parlait de réforme de prison, je pensais pas qu'il allait sur un truc comme ça, oui. Du coup j'ai même pas vraiment compris ce qu'il souhaite. Je vais prendre des initiatives, je suis le chef de l'État, donc il n'est pas possible qu'un chef de l'État dans cette situation dispose d'une Assemblée nationale qui n'est pas à sa main. C'est pas possible. Il y a un moment donné, vous faites du bricolage, vous essayez de débaucher 2 ou 3 députés pour pouvoir avoir un vote à la marge et vous offrez à celui-ci quelque chose du genre, bon, si tu veux des subventions pour ton stade, on peut arranger ça, et puis tu votes pour moi, etc. Bah, en tout cas, sous la 5e République, c'est possible. Mais, cher Michel, si vraiment la 5e République, ça te casse les couilles, eh ben, tu votes France Insoumise, et tu auras probablement une 6e République avec un fonctionnement des institutions qui sera différent. C'est pas ça la démocratie. Il y a un moment donné où on a besoin d'un pouvoir fort, d'un chef d'État fort, d'une Assemblée nationale. Il fait un peu peur non, quand il dit ça, non? Je sais pas vous, mais moi quand il dit il faut un État fort avec des dirigeants forts, moi ça me fait un peu flipper, perso. On parlait de fascisme et totalitarisme au début. Quand il dit ça, bon... nationale forte, avec la possibilité d'une Assemblée nationale qui aurait le sens de l'intérêt général. Bon, il dit être pour la démocratie, donc voilà, je veux pas non plus attaquer un homme de paille, mais ça fait un peu flipper quand il le dit. Du bien public, de l'État français, et pas du tout des bricoles, en disant « Ah mais nous, les Républicains, si dissout l'Assemblée nationale, on risque de perdre nos postes, et alors, et la France ?» Non, que périsse la France, mais que nous gardions nos postes. C'est exactement la même chose avec Mélenchon, il faut garder les postes. Mais c'est dingue comme il parle dans tous les sens, ce mec-là, quand tu le laisses parler. Hein. Part dans tous les sens. Est-ce que vraiment la politique politicienne, c'est l'art de garder des postes ou c'est l'art de gouverner la France? Si vraiment c'est l'art de gouverner la France, et si on a un chef d'État qui est vraiment un chef et qui est vraiment un chef d'État, ce qui n'est pas le cas de Macron, on reprend des initiatives fortes, on dissout l'Assemblée nationale, on refait des élections pour disposer d'une majorité, et si on n'a pas de majorité, on s'en va. Quand on n'est pas désiré,
comme Macron, on s'en va. On laisse la place à des gens qui seraient désirés. Ça s'appelle la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est pas le cas. On moque le peuple depuis des années et d'un seul coup, une grande partie de ce peuple qui est tolérant, qui est docile, qui est gentil, qui s'en prend plein la figure, qui accepte tout ça, qui a peur, qui se fait insulter, qui se fait mépriser. Tout à l'heure, je faisais savoir à quelqu'un qu'il y avait une file d'attente en attendant un taxi. Je me suis fait insulter. Mais j'ai dit, mais je vous Michel continue de raconter sa vie. dis juste qu'il y a une file d'attente, monsieur. Voilà, c'était pas un viking, le monsieur. C'est ouf comme Michel Onfray est capable en fait de sortir une anecdote toute pétée pour te faire une espèce de représentation de l'état de la France à l'heure actuelle. Et il te fait ça à partir d'une petite anecdote. De tout à l'heure, j'attendais le taxi, il y a une personne qui m'a insulté. Ah, franchement, ça me flingue. Ça me flingue. Eh bien, il y a un moment donné où on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les incivilités comme ça, il n'y a aucune crainte, aucune peur. Donc si on veut restaurer de l'autorité, je dis bien de l'autorité, pas de l'autoritarisme, pas question de faire l'éloge d'un régime dictatorial ou d'un putsch, mais juste de dire qu'il y a un moment donné, si on veut reconstituer de l'autorité... Attends, qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai l'impression que des fois, Onfray part sur un truc, il pense un peu pour de vrai, et puis tu sais, il sent que c'est peut-être un peu trop quand même pour Europe 1, alors tu sais, il fait un petit virage genre à 360 et... Il revient sur ce qu'il disait, il essaye de faire passer ça comme une lettre à la poste. Attends. À l'école. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les incivilités comme ça, il n'y a aucune crainte, aucune peur. Donc si on veut restaurer de l'autorité, je dis bien de l'autorité, pas de l'autoritarisme, pas question de faire l'éloge d'un régime dictatorial ou d'un putsch, mais juste de dire qu'il y a un moment donné, si on veut reconstituer de l'autorité... Merci pour le follow, Leonardo DiCaprio. À l'école, dans la rue, d'une certaine manière, il y a des choses à faire, mais Macron est mal parti pour ça. Nous ne disposons plus, depuis 1993, Hop là. 12 du moins, d'une souveraineté qui nous permettrait de... Oui, il a glissé un petit, c'était pas un viking, ouais. Ah ouais. Mais bon, ça passe crème hein, sur Europe 1, là. Avec ce qu'il a dit avant, ça passe crème. reprendre les choses en main. Merci beaucoup Michel Onfray d'être venu ce soir sur ces... Eh ben... Je vais être honnête avec vous, je m'en veux un petit peu de vous avoir fait subir ça, genre un dimanche soir comme ça en fin de week-end. Ça se trouve, vous avez passé un très bon week-end, ça se trouve, vous avez kiffé votre samedi, vous avez kiffé votre dimanche, et moi, je vous fais subir ça, genre avant le lundi matin, quoi. Je m'en veux un petit peu, franchement, je m'en veux un petit peu, j'avoue. Ça fait peur, on parle de tellement loin. Comment convaincre des gens comme ça du véganisme, par exemple? Je pense qu'il faut pas être... Il faut pas partir du principe que il y a des gens qui sont imperméables à des discours genre rationnels, sensés, des argumentaires qui sont valides, avec des prémices qui sont vraies. Non, faut juste continuer comme on fait d'habitude, quoi. Faut juste continuer à défendre nos idées, etc. Le faire avec les argumentaires les plus solides possibles. Et puis voilà, il y a des gens qui sont plus durs à convaincre que d'autres, mais bon. En fait, c'est juste que le discours de Michel Onfray, il est basé sur... il impressionne. Il impressionne parce qu'il y a beaucoup de références historiques, il y a beaucoup de culture générale qui se dégage de ça. J'enlève pas à Michel Onfray le fait qu'il ait beaucoup de culture générale, hein, mais c'est juste qu'en fait, tout ça, c'est complètement tangentiel, voire complètement hors sujet, aux thèses qu'il souhaite défendre, tout simplement.